Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve avec le docteur Emmanuel Chibert. C'est déjà la deuxième conférence qui parle un petit peu du même sujet, mais ce soir on va rentrer dans le détail sur le Gaon de Vilna, sa biographie et son œuvre. C'est la première partie de plusieurs parties, on verra, une ou deux. En tous les cas, on est très content d'être avec Midreshet Yehuda Manitou et avec le docteur Emmanuel Chibert, docteur en religion. Et voilà, le Gaon de Vilna, c'est tout de suite. Il est 18h01. Merci, docteur, d'être avec nous. Bonsoir, chers amis. Effectivement, pour ceux qui ont participé à ma dernière conférence dans laquelle j'ai présenté mon livre, Le Retour à Sion, j'ai abordé le sujet donc, de la personnalité du Gaon de Vilna, mais nous avons parlé principalement de ses disciples et des mouvements d'Aliyah en Terre Sainte après le décès du Gaon de Vilna. À la demande de Midreshet Yehuda, que je remercie, on m'a demandé donc de donner des conférences sur le Gaon de Vilna lui-même, étant une personnalité remarquable, on pourrait dire quasiment une figure emblématique du peuple juif. Néanmoins, sa vie, son œuvre est très peu connue, peut-être uniquement d'un petit groupe de personnes, érudits dans différentes sciences du judaïsme, mais de façon générale, à part avoir entendu parler du Gaon en lui-même, on ne sait pas exactement à qui on a affaire. Donc, en fait, je vais donner deux conférences sur le Gaon de Vilna. La première conférence aujourd'hui est basée sur la biographie du Gaon de Vilna. Donc, c'est vraiment sur la vie du Gaon de Vilna, ce qu'il a fait, sa famille, ses élèves. C'est la première conférence. La deuxième conférence, la date n'a pas encore été fixée, va traiter du Gaon de Vilna et de sa génération avec deux thèmes principaux. Le conflit, la polémique avec la Chassidoute, domaine très délicat dans lequel beaucoup d'encre a été versée sur ce sujet et dans lequel on fera un petit résumé pour savoir les différents avis, les différentes opinions concernant justement ce côté assez tendu qu'il y a eu entre les opposants, les mitnagdim, les opposants de la Chassidoute et les Chassidim. Et également, si nous avons le temps, nous allons également aborder... On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Pardon ? Tout est OK, vous pouvez continuer. OK. Et nous allons également traiter du rapport du Gaon de Vilna avec le mouvement de la Scala, autrement dit, tout le côté de ce qui concerne on pourrait dire ce qu'on appelait l'époque moderne des Lumières d'Israël. En tout cas, donc, la Scala, le Gaon de Vilna et les sciences profanes, domaine qui est extrêmement intéressant et qui a des influences jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, d'abord, nous allons nous concentrer sur la biographie de Gaon de Vilna et comme nous avons l'habitude, je vais monter une présentation que j'ai préparée et voilà, donc on va la monter là. J'espère que tout le monde voit bien ça. Voilà. Le Gaon de Vilna et d'abord, je tiens à dédier ce cours. Attendez, voilà. Par contre, il faut que j'arrive à pouvoir... Voilà. Je connais la mémoire de mon cousin Jacques Bitton de Chomé Bracha qui est décédé mercredi soir dernier, Rabbi Yaakov Ben Elazar à la Shalom, qui est né à Casablanca et étudié à Slobodka et dans sa vie, tout j'ai réussi à mener de cours, tous les différents courants du judaïsme, et ce cours est dédié à sa Nishmato. Donc, nous allons maintenant attaquer l'histoire de Gaon de Vilna, mais pour comprendre le Gaon de Vilna, pour comprendre sa personnalité, il faut d'abord faire une petite chronologie pour situer l'époque du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna est né en 1720 et décédé en 1797, mais il est né dans une période assez intense au niveau historique. Et dans cette chronologie générale, j'aimerais pouvoir présenter les points principaux au niveau de la date. D'abord, Tartat, 1648-1649, massacre de Juifs en Ukraine, la révolte des Cosaques, de Chmielnicki. On parle entre 100 000 et 300 000 Juifs qui ont été massacrés de façon horrible. C'est une pré-Shoah, plus grave même que ce qui s'est passé dans les croisades. Un massacre horrible. Les descriptions de ce qui se passe aux Juifs sont absolument terribles. C'est vraiment, ça ressemble vraiment aux nazis. Il n'y a pas pire que ça.
Beaucoup de décrets après dans le monde russe, dans le monde juif, sont dus au suite du massacre du juif en Ukraine. Par exemple, le minag, que tout celui qui est en deuil dit Kaddish. Avant, le minag ashkenaz était qu'il y a une seule personne qui peut dire Kaddish à chaque. Donc chaque personne en deuil avait le droit à un Kaddish, comme aujourd'hui c'est la coutume dans certaines synagogues encore en Alsace. J'étais à Strasbourg quand j'ai l'année du décès de mon père, j'avais fait Kaddish sans faire attention. On m'a dit que j'ai volé le Kaddish de quelqu'un parce que les Kaddishim sont disparus. Mais après les Xérot Tartat, il y a eu tellement d'orphelins que le minag a été que chacun dit Kaddish. Mais pour dire uniquement que c'est une période extrêmement grave. Et suite à cette période, très peu de temps après, 1165, 1966, le faux messie, Shatai Tzvi, qui va après, avec sa conversion à l'islam, va traumatiser le peuple juif. C'était vraiment un espoir. Il faut bien comprendre que le massacre des Juifs en Ukraine était considéré comme étant vraiment quasiment une guerre de Gog et Magog. Et après, Shatai Tzvi a été vu vraiment comme étant une personnalité, quelqu'un qui peut-être pourrait sauver le peuple juif. Et en fin de compte, nous savons comment les choses se sont mal terminées. 1700, l'allié de Rabbi Yehuda Chassid, le début du retour à Jérusalem, dû également, on en avait parlé la dernière fois, à ce qui se passe après l'histoire du faux messie de Shatai Tzvi, etc. En 1720, dans la destruction de la synagogue au nom de Rabbi Yehuda Chassid, massacre de juifs ashkenazes à Jérusalem, chose qui va avoir une influence sur la communauté de Vilna. On en a parlé la dernière fois. 1727, la création du centre de soutien aux Juifs d'Eretz Israël à Constantinople. Et 1734, le Baal Shem Tov commence à dévoiler la Chassidoute. Le Gaon de Vilna a 14 ans et commence à se dévoiler, donc à se développer le monde de la Chassidoute, pas encore en Lituanie, mais surtout en Pologne et en Moldavie. 1740, mouvement d'Aliyah mystique. Rabbi Emmanuel Chayriki, l'auteur de la Mishnat Chassidim, le livre que le Gaon de Vilna a beaucoup respecté, va essayer de monter d'Italie en Eretz Israël. Il va retourner en Italie pour essayer de faire monter d'autres personnes et il sera tué en chemin. Rabbi Chaim Ben Attar, le grand maître de l'école marocaine qui fait son aliyah également en 1740 et qui va avoir une influence considérable sur le monde en juif d'Eretz Israël. Un de ses grands élèves est le Chida, Rabbi Chaim Youssef David Azoulay, en tout cas le Ora Chaim Akadosh. 1743, aliyah de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, au niveau de la Kabbalah et de l'approche de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il y a assez de ressemblances entre certaines doctrines du Gaon de Vilna et certaines doctrines de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, surnommé le Ramchal dans le peuple juif. Et d'ailleurs, un des gens du Rav Zilberman, ce qu'on appelle les Zilbermanim, c'est une secte, disons, un groupe de gens qui prétendent être vraiment les représentants de l'enseignement du Gaon de Vilna à Jérusalem. Un de ces gens a écrit un livre qui s'appelle Achrit Kereshit, l'enseignement du Ramchal et du Gaon de Vilna sur les sujets de la rédemption. 1760, décès du Baal Shem Tov. Donc, quand le Gaon de Vilna est né en 1720, vous comprenez que c'est une période intense dans le peuple juif. D'abord, il y a donc le développement de la Chassidoute qui va radicalement changer la plupart des communautés d'Europe de l'Est. On en reparlera beaucoup plus en détail avec l'aide du ciel dans la deuxième conférence, quand on traitera également donc, le Gaon de Vilna et sa génération. Mais ensuite, surtout également, un mouvement mystique d'Aliyah, donc il y a un développement d'une certaine, une approche de la Kabbalah, de la mystique, avec des mouvements d'Aliyah en Eretz Israël. Et puis surtout également, il commence à y avoir des relations plus intenses à cause des problèmes politiques qu'il y a en Eretz Israël, entre la communauté de Constantinople, et plus tard, comme on a vu la dernière fois, en 1772, également le synode de Vilna, qui traite également comment aider à développer le judaïsme ashkenaz à Jérusalem. Donc, et en 1720 va naître donc cette personne dont on parle aujourd'hui, Rabbi Eliyahu. Pour comprendre un peu sa famille, il faut savoir donc que Eliyahu est le fils de Rabbi Shlomo Zalman et de Treina de Sels. Il est le petit-fils de Rabbi Issachar Ber et surtout l'arrière-petit-fils de Rabbi Eliyahu Chassid. Rabbi, donc, Eliyahu de Vilna
et appelé d'après son arrière-grand-père, le titre chassid est un titre très important. Parce qu'aujourd'hui, avec la chassidoute, on oublie c'est quoi également le mot, la notion de chassid dans le mot d'Ashkenaz. Mais avant le début de la chassidoute, donc avant qu'il y ait cette notion de chassid, qui aujourd'hui, quand on parle des chassidim, on parle des différents groupes, différentes cours, sectes affinés au mouvement chassidique qui a été donc développé par le Baal Shem Tov. Mais quand on parle de chassid dans le monde ashkenaz, on parle de kabbaliste. Mais la Kabbalah dans le monde ashkenaz est une Kabbalah qui est toujours liée avec la halakha. C'est une façon de regarder la Torah, un ensemble de la Torah. La Torah, dans le monde des chassidés ashkenaz, comporte toutes les matières, tous les domaines de la Torah, la loi orale, la loi écrite, la halakha et également la Kabbalah. On en reviendra à la fin de cette conférence quand nous allons parler de l'œuvre du Gaon de Vilna, les livres du Gaon de Vilna, et grâce à cette, quand on va aborder un peu plus en profondeur l'œuvre du Gaon de Vilna, on va comprendre également pourquoi le Gaon de Vilna est appelé Gaon de Vilna. Mais auparavant, donc, déjà, son arrière-grand-père a le titre de chassid. Le titre de chassid, c'est un titre, c'est pas un titre honorifique, c'est pas le titre de chaver. Le titre de chassid, ça veut dire quelqu'un qui est reconnu comme étant un porteur de la Kabbalah. Il étudie la Kabbalah, il respecte, il vit selon les principes de la Kabbalah. Ça n'empêche pas de pouvoir être un décisionnaire et quelqu'un qui est également un très grand talmudiste. Ce n'est pas un kabbaliste au sens moderne dans lequel on dit lui c'est un kabbaliste. On parle de quelqu'un qui au niveau de la, on pourrait dire, de la shlemut, sa façon de regarder la Torah est une façon tout à fait complète. Et toute l'étude de la Kabbalah fait partie intégrante de son étude. En tout cas, c'est donc l'arrière-grand-père du Gaon de Vilna, marié avec la petite fille de Rabbi Moshe Rivkash. C'est un point très important parce que ce Rabbi Moshe Rivkash est originaire de Prague, homme extrêmement riche. Et Rabbi Moshe Rivkash décide de quitter Prague pour aller habiter Vilna parce que Vilna est une ville de grands chachamim. Et donc, ce Rabbi Moshe Rivkash va arriver à Vilna et lors des décrets de ces émeutes anti-juives de 1648, comme il n'étant pas citoyen de Vilna, il devra quitter, il devra s'enfuir. Il va pendant 15 ans s'enfuir à Amsterdam, où deux frères qui viennent de la diaspora portugaise, les frères Sasson, vont lui donner une bourse pour qu'il écrive un commentaire sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a été édité il n'y a pas si longtemps que ça, 150 ans auparavant, mais il manque des sources sur le Shulchan Aruch. En fait, c'est un abrégé du Beth Yosef. Bon. En tout cas, autour du Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Rivkash a écrit un livre qui s'appelle Be'er Agola, le puits de l'exil, pas celui du Maharan, et qui donc ce sont les sources premières du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. C'est très important parce que le Gaon de Vilna va reprendre un peu, il va développer ce Rabbi Moshe. Et ce Rabbi Yahu Chassid est le fils de Rabbi Moshe Kramer, grand rabbin de Vilna lors de ces décrets de 1648-1649, lors du massacre des Juifs par Chmielnicki. Et Rabbi Moshe Kramer était quelqu'un qui était considéré comme étant non seulement le rabbin de la ville, mais également un grand kabbaliste. Et les fils du Gaon de Vilna rapportent au nom de leur père qu'il a dit combien la ville de Vilna doit à mon arrière-grand-père Rabbi Moshe Kramer, qui avec sa façon de regarder, sa façon de vivre, également ses connaissances de la Kabbalah, a réussi à sauver les Juifs de Vilna qui n'ont pas été massacrés, en tout cas dans lequel la ville de Vilna a été relativement épargnée lors de ces émeutes extrêmement graves. Et donc, c'est Eliaou. Donc, Eliaou vient d'une famille absolument remarquable. Autre point important, ce Rabbi Moshe Rivkash, en décédant, a légué à la communauté de Vilna une somme très importante qui est destinée à aider les Talmidei Chachamim, les grands érudits de la ville, à recevoir une bourse. On ne parle pas d'un collège avec des dizaines, on parle d'individus qui sont vraiment tirés à la pincette. C'est un petit nombre d'individus qui reçoivent une bourse. Rabbi Shlomo Zalman, le père de Eliaou, recevait une bourse. Il faut bien comprendre, il n'y a pas de népotisme, il n'y a aucune protection familiale. Uniquement les gens qui sont considérés comme étant les plus grands Talmidei Chachamim de la ville pouvaient recevoir une bourse de ce Rabbi Moshe Rivkash, et donc qui lui-même, donc le Rabbi Eliaou Navi vient d'une famille extrêmement importante. Ils sont 5 frères, il y a Rabbi Eliaou, mais il a également des frères qui sont très très grands érudits, mais le Rabbi Eliaou est tellement grand que sa lumière, on pourrait dire, a fait qu'on ne connaît pas tellement ses frères, un qui s'appelle Rabbi Moshe,
Rabbi Avraham est connu, il a écrit un livre qui s'appelle Malot HaTorah, un livre très connu dans le monde des yeshivot. Rabbi Sarder qui a écrit un autre livre qui s'appelle Tzuf Dvash, également très connu. Rabbi Meir de Yanushko. En tout cas, une famille absolument remarquable. Donc, Eliaou est né dans une famille importante. Sa femme et ses enfants, dans le judaïsme, Baruch Hashem, les personnes importantes, tout en étant des personnes saintes et qui vivent la Torah et qui sont des grands kabbalistes, se marient, ont des enfants. C'est la chance du judaïsme d'ailleurs. Donc, ils se marient en jeune, à 18 ans, c'était l'habitude, peut-être même avant. Enfin, c'est à peu près les dates qu'on connaît avec une fille de la ville de Kaidan. Kaidan est une ville pas très loin de Vilna. On ne sait pas s'il a 6 enfants ou 8 enfants. Il y a plusieurs versions dans les différents livres. En tout cas, parmi ses enfants, ceux qu'on connaît bien, c'est Rabbi Yehuda Leib et Rabbi Avraham, qui tous les deux vont être extrêmement proches du Gaon de Vilna et vont aider à la publication de ces livres et écrire également des livres, des introductions qui sont pour nous une source première extrêmement importante. Maintenant, avant que nous allons aborder un peu plus en profondeur la vie même du Gaon de Vilna, il faut faire un peu d'ordre au niveau des sources. Il faut bien comprendre, on va voir un peu plus tard les différentes biographies qui ont été écrites sur le Gaon de Vilna. Il y a un grand problème. Pour tout ce qui concerne cette époque de la Chassidoute, du début du judaïsme lituanien, etc., il y a des très grands problèmes de sources. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits, mais qui sont plus, on pourrait dire, des contes, je ne vais pas dire des contes de fées, mais disons des histoires, des sipourim, etc., dans lesquels on ne sait pas exactement qui a écrit. Et certains chercheurs aujourd'hui, comme Yaakov Barnaï, qui est un des plus grands historiens aujourd'hui, il va dire tout ce qu'on sait du Gaon de Vilna, ce n'est pas tout à fait juste, parce que les histoires du Gaon de Vilna ressemblent à celles qu'on raconte sur le Baal Shem Tov, sur le Baal Hatanya, sur le Maggid de Mezrich. Toutes les histoires se ressemblent, etc. Donc, le professeur Osman de l'Université du Bar-Ilan, Moshe Osman, qui est un des plus grands spécialistes au monde, du monde de la Chassidoute et du judaïsme de l'Europe de l'Est, et va faire une classification des sources, adoptée également par Raphaël Shochat, qui a écrit une thèse il y a une vingtaine d'années sur la doctrine rédemptrice du Gaon de Vilna, et sur la hiérarchie des sources relatives au Gaon de Vilna. Je me permets de prendre 2 minutes pour vous expliquer ça, parce que quand on parle du Gaon de Vilna, je vous dis, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de livres qui sont extrêmement connus, dont on va parler bientôt, parlent du Gaon de Vilna, mais au niveau historique, il y a un problème de source. Alors, les sources dont parle Resman, premièrement, les livres connus comme provenant du Gaon ou de ses élèves. Ok, ça d'abord, il faut savoir qu'il y a des livres dans lesquels on sait que c'est du Gaon lui-même ou de ses élèves qui l'ont connu. C'est une source, la source la plus importante. Deuxième niveau, manuscrit certifié et de la main du Gaon. On vous reverra bientôt, je vous montrerai un exemple de manuscrit qu'on a comme ça. Troisièmement, les sources rapportées par les élèves proches du Gaon. Quand je parle d'élèves proches du Gaon, je parle d'élèves que nous savons qu'ils ont connu le Gaon de Vilna. Aujourd'hui, on parle d'énormément de personnes qui étaient en rapport avec le Gaon de Vilna. On n'a aucune preuve qu'ils l'ont vu. Il y a beaucoup d'histoires, même de familles importantes dans le judaïsme actuel qui se prétendent être liées au Gaon de Vilna. Au niveau historique, ce n'est pas tout à fait juste. La quatrième source, qui est très, très, très limite, c'est les sources mentionnées par les élèves des élèves du Gaon, comme Rabbi Yitzhak Isaac Chaver, très grand Talmid Chacham, élève de Rabbi Chaim de Volodjine, qui a reçu les traditions de son maître, Rabbi Chaim de Volodjine, le plus gros élève du Gaon de Vilna. Mais là, et ensuite, nous avons sources 5 et 6, qui sont des sources beaucoup moins sûres, histoires mentionnées par des personnes qui ont entendu de quelqu'un proche du Gaon. Vous comprenez que ça commence à devenir un peu limite. Et histoires relatives au Gaon de sources inconnues. Malheureusement, dans la plupart des biographies du Gaon de Vilna, 5 et 6 sont les sources les plus répandues. Dans le cadre de mes recherches et dans le cadre de mes chapitres sur le Gaon de Vilna que j'ai écrit dans mon livre Retour à Sion, je me suis basé que sur les 3 premières sources, ce qui m'a obligé après à devoir reprendre énormément de livres et vérifier quelles sont les sources, et de ne garder que les sources qui sont des sources premières. Alors, pour donner un exemple de sources qu'on peut utiliser pour comprendre c'est qui le Gaon de Vilna, et c'est extrêmement important, nous avons les introductions des livres du Gaon qui ont été écrits
par ses enfants ou par ses élèves qui l'ont connu. Exemple, Rabbi Chaim de Volodjine, tout en étant le Rosh Yeshiva de Volodjine, il a écrit des introductions extrêmement importantes. Une de ces introductions, qui est un document en soi-même, c'est l'introduction sur le commentaire du Gaon de Vilna sur le Sifra du Snauta. Nous allons bientôt aborder les commentaires du Gaon de Vilna sur les livres de Kabbalah. Il a écrit également d'autres introductions. Ce sont des introductions extrêmement longues. L'introduction de Rabbi Chaim de Volodjine sur le Biur HaGra, c'est une introduction qui fait plusieurs dizaines de pages, dans laquelle il parle et du Gaon de Vilna, et de sa doctrine, et de son enseignement. Et ça, c'est écrit par quelqu'un qui le connaissait. Rabbi Avraham, le fils du Gaon, a écrit également une introduction, ainsi qu'un livre qui s'appelle Saharat Eliyahu, livre très important, qui est une première, c'est pas une vraie biographie, dans laquelle il explique quand même c'est qui son père. Nous avons également les deux fils, Rabbi Avraham et Rabbi Yehuda Leib, qui ont écrit également d'autres introductions, également l'introduction sur le Biur HaGra Shulchan Aruch Orach Chaim, qui est une introduction fondamentale pour comprendre la façon d'étudier du Gaon de Vilna. Rabbi Israël de Shklov a écrit une introduction très longue sur ses livres, Pirat HaShulchan et Takrim Chadetit, extrêmement importante. Introduction de Rabbi Menachem Mendel de Shklov. Et je mentionne également Rabbi Yaakov de Slonim, qui est un petit-fils du Gaon, mais qu'il a très bien connu, qui lui également. Donc nous avons des documents qui sont importants. Alors maintenant, au niveau de la biographie, la première biographie sur le Gaon de Vilna a été écrite par Yoshua Eshel Levin. En fait, il faut expliquer, il faut dire Rav Yoshua Eshel Levin, qui était le vice-rosh yeshiva de Volodjine. Il a publié la première biographie qui s'appelle Aliyot Eliyahu à Vilna en 1856. Et le problème, comme vous le voyez, c'est la date. 1856, c'est quand même presque 60 ans après le décès du Gaon de Vilna, parce que le Gaon de Vilna est décédé en 1797, comme on l'avait dit, et 60 ans après, Yoshua Eshel Levin n'avait pas accès à plusieurs sources. Il a repris une certaine source qu'on a dit, il y a plusieurs histoires qu'il a entendues, et sur certains sujets fondamentaux, par exemple, comme la tentative de Gaon de Vilna de monter en Israël, on a parlé là-dessus lors de la dernière conférence, Yoshua Eshel Levin va ramener 12 raisons pour lesquelles le Gaon de Vilna ne monte pas. C'est des raisons qu'il a entendues de différentes sources. La plupart de ces raisons, on ne sait même pas qui les a dites. Il y a un problème au niveau déjà de la première biographie. Il faut comprendre, cette biographie a été tirée en des dizaines, il y a eu à peu près une 30 éditions de cette biographie. C'est la biographie de référence pendant très très longtemps. Elle est un peu problématique. L'avantage de cette édition, c'est qu'à la fin de ce livre, Aliyot Eliyahu, il y a un livre qui s'appelle Aliyot Akir, qui lui a été écrit par Rabbi David Doria, et dans lequel il y a le descriptif de tous les livres du Gaon de Vilna et des livres sur lesquels le Gaon de Vilna se basait. Ce Rabbi David Doria était dans la bibliothèque du Gaon de Vilna et a examiné les manuscrits, et ce Aliyot Akir est une source fondamentale pour nous. Alors, si vous allez me dire, Emmanuel, s'il n'y a pas de vraie source concernant le Gaon de Vilna, comment on peut définir sa biographie? Nous avons une chance, c'est qu'en 1942, Israël Klausner, qui à ce moment-là était docteur en histoire, qui a réussi à quitter la Lituanie à la fin, juste avant la Seconde Guerre mondiale, en quittant la Lituanie, le directeur de on pourrait dire de la communauté juive de Vilna va lui remettre deux documents importants, on en a parlé un peu, mais c'est très important. Il lui a donné les Pinkassé Aquila, pas tous, mais en tout cas les carnets de la communauté de Vilna, dans lequel la communauté, le scribe de la communauté, notait toutes les négociations, tout ce qui était lié à la communauté, également les entrées et les sorties d'argent. Et deuxièmement, il avait également accès à des documents de la cour royale. Il y avait différents procès qui a eu lieu, même dans lequel le Gaon de Vilna a été mêlé. On en reparlera plus dans la prochaine conférence, quand on parlera du Gaon de Vilna et de sa génération. Et donc, en 1942, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, Klausner va sortir ce livre qui s'appelle Vilna Bitkufat HaGaon. C'est un livre remarquable parce que c'est la première fois que va sortir un livre avec des sources premières, à part les sources de ses enfants et qui sont des sources de Torah. Là, il y a des sources historiques. Ça veut dire, par exemple, les contrats qu'avait le Gaon de Vilna avec les gens de la communauté. Quelle était sa vraie position
par rapport à la communauté. Est-ce qu'ils recevaient de l'argent ou pas? Et là, quand on lit ce livre de Xavier Klausner, avec des sources premières de la communauté du Vilna, l'image du Gaon est tout à fait différente d'une certaine image qui est aujourd'hui développée dans le monde des yeshivot. On en reparlera très prochainement. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire une petite pause pour parler d'abord de la chronologie de la jeunesse du Gaon. Et voilà. Donc 1720, le Gaon de Vilna est né à Sets, très très jeune. Après toutes les sources qu'on a, c'est un enfant prodige. Bon, c'est un enfant prodige. Il y a des enfants prodiges, hein, les Avdil et les Fabdalot, même dans le monde non juif. Mozart, à l'âge de 4 ans, était déjà un compositeur. Donc, il y a des enfants prodiges. Le Gaon de Vilna, dans le monde de la Torah, au niveau intellectuel, est un enfant prodige. Nous savons qu'en 1726, à l'âge de 6 ans, il rencontre le Pnei Moshe. Le Pnei Moshe, Rabbi Moshe Margaliot, qui était plus âgé que lui, qui avait à peu près 20 ans, a écrit un commentaire sur tout le Talmud hiéro-solamite. Or, le Talmud, donc vous savez qu'il y a 2 sources talmudiques. Il y a le Talmud de Babylone, qui est le Talmud courant qu'on étudie en général. Et il y a également un Talmud qui a été écrit 100 ans auparavant en Israël et qui s'appelle le Talmud hiéro-solamite, qui lui n'a presque pas été étudié pendant des générations pour différentes raisons. Et le Pnei Moshe va écrire un commentaire très important sur tout le Talmud hiéro-solamite. En tout cas, à l'âge de 6 ans, le Gaon de Vilna, le petit Eliaou, étudie avec Rabbi Moshe Margaliot à Keidan. On ne sait pas si c'est de là qu'il a eu son approche pour le Talmud de Yerushalmi, mais en tout cas, il étudie avec quelqu'un qui va devenir un des plus grands commentateurs du Talmud de Yerushalmi. On sait qu'il se marie donc avec Hana. Entre 1745 et 1750, il s'exile dans différentes communautés. Il y a ce qu'on appelle la galoute. Pourquoi il s'exile, on ne sait pas. Par contre, nous avons des sources sûres. Il y a une lettre de Rabbi Natan Eibshitz qui a écrit en 1755, donc pour le Gaon de Vilna a que 35 ans, dans lequel il dit « Nous savons que vous êtes une autorité remarquable, déjà connue ». Il cite une série de pays en Europe de l'Est, mais également en Europe de l'Ouest, comme l'Allemagne, dans lequel le Gaon de Vilna a été reçu par différents rabbinim. D'après Rabbi David Luria, la raison de cet exil, c'est pour trouver des manuscrits, essayer de retrouver des sources de Torah, de livres auxquels la plupart des érudits n'avaient pas accès. 1749, une histoire très connue, ce qu'on appelle le graphe Potocki. Valentin Potocki est un fils de la noblesse lituanienne qui s'est converti au judaïsme. Après s'être converti au judaïsme, chose qui n'était pas faite de la capitale, évidemment, par l'Église, il s'est réfugié à Amsterdam. Mais après un certain temps, il a décidé de revenir à Vilna. Il a été trahi par des gens de sa famille. Et bon, sur le bûcher à Vilna, et le Gaon de Vilna voit en lui comme étant un très grand sadique. Le Gaon de Vilna a demandé à ce qu'on retrouve quelque chose des cendres. A été retrouvé un doigt de Rabbi de ce Valentin Potocki, et le Gaon de Vilna a demandé à être enterré à côté du doigt de ce Potocki. Pour dire, comme le Gaon de Vilna a beaucoup pleuré cette personne, en tout cas, donc le Gaon de Vilna est proche de ce qui se passe à Vilna. En 1755, il y a cette fameuse lettre de Rabbi Natan Eibshitz qui voit déjà dans le Gaon de Vilna un grand maître dans lequel il demande de prendre des décisions avec le conflit qu'il avait avec Rabbi Yaakov Emlin. En tout cas, en 1755, d'après le document de Klausner, le Gaon de Vilna commence à enseigner dans la communauté de Vilna. Il est le responsable de différents cours pour les balais baptêmes, c'est-à-dire pour les gens simples. Le Gaon de Vilna reçoit une tâche communautaire et va recevoir également de l'argent de la communauté. Alors, quelle est sa fonction? Le Gaon de Vilna nous refuse d'être, je vais faire un petit arrêt, mes amis, pour tous vous voir. On va reprendre après la suite. On va reprendre la suite. Mais le Gaon de Vilna, point qui est très important, va avoir une tâche communautaire. C'est très important, cette notion de communauté, parce qu'aujourd'hui, en général, on a l'habitude de voir le Gaon de Vilna comme étant quelqu'un qui étudiait la Torah du matin au soir, qui fermait les volets et qui ne voulait voir personne et qui étudiait tout le temps, qui n'avait aucune tâche communautaire et qui est devenu un génie parce que c'est le Gaon de Vilna. Vu cette image, qui est une image très répandue, également quelqu'un de très pauvre d'ailleurs, puisqu'il s'avère que pendant 2 ans, on peut dire celui qui était chargé de lui amener toutes les semaines une enveloppe au nom de la communauté. À l'époque, il n'y avait pas des virements bancaires, vous savez, les cartes Visa ne marchaient pas encore. On était payé en espèces,
C'est marrant, hein. On était payés en espèces, les gens recevaient de l'argent, et les salaires étaient donnés en espèces. Et donc, pendant 2 ans, on lui a volé son salaire. Voilà. Et donc, le Gaon de Vilna était arrivé quasiment à mourir de faim. Mais après, Klausner a retrouvé des documents de la communauté. Puis une fois que, après ces 2 ans, quand cet émissaire de la communauté était mourant, il a dévoilé qu'il avait pris l'argent du Gaon de Vilna. Et il y a eu un din Torah, il y a eu au tribunal rabbinique, il y a eu un conflit entre 2 personnes riches de Vilna, un homme et une femme. Qui va payer les 2 ans au Gaon de Vilna pour lui combler toutes ces 2 ans dans lesquelles on lui a volé son salaire? Le Gaon de Vilna avait un salaire tout à fait respectable, comme les juges de la communauté de Vilna. Il faisait partie, on pourrait dire, de la classe moyenne, mais il avait des revenus, c'est important à comprendre. Et à part ça, le Gaon de Vilna avait une tâche dans la communauté. Alors, quelle est la tâche qu'il avait dans la communauté? Selon les Pinkassé Akila, donc les carnets de la communauté juive de Vilna, le Gaon de Vilna était, on pourrait dire, un décisionnaire de la communauté. Ce n'était pas le rabbin, il n'a jamais voulu être le rabbin de la communauté, mais les gens allaient le voir, prenaient des décisions auprès de lui. Il n'était pas membre, il ne voulait pas être membre du tribunal rabbinique parce que ça l'empêchait d'étudier, mais quand il y avait des décisions, le tribunal rabbinique avait besoin de prendre conseil avec une très grande autorité, on allait voir le Gaon de Vilna. Donc le Gaon de Vilna est, on pourrait dire, une autorité suprême. D'un côté, la communauté, par respect, au contraire, l'a encouragé et à respecter son étude absolument intensive de la Torah. Ça, c'est un point qui est très important. Mais à part cette étude intensive de la Torah, la communauté a également fait des contrats avec lui afin qu'il puisse donc être mêlé aux affaires communautaires. Il y a eu des cas, il y a eu un cas par exemple dans lequel le fils d'un des dirigeants de la communauté s'est converti à l'âge de 17 ans au christianisme. En fin de compte, un des curés de Vilna lui a fait une entourloupe, l'a fait convertir. Et le Gaon de Vilna, avec différents membres de la communauté, a kidnappé, a organisé le kidnapping de ce gosse afin de le ramener au sein du peuple juif. L'Église a fait un procès et le Gaon de Vilna a été en prison et même a été condamné à mort. Après, ils l'ont pallié, en fin de compte, avec tué, mais tous les documents figurent dans le tribunal, dans les carnets du tribunal de Lituanie. Donc, le Gaon de Vilna est mêlé à la communauté en tant qu'autorité rabbinique. Il aura des élèves, il va avoir un Beth Midrash, il va développer une école talmudique, il aura même dans les papiers de la communauté, Klausner amène une négociation entre le Gaon de Vilna concernant le fait qu'il voulait également Shabbat prier à la maison pour être tranquille avec ses élèves. La communauté, pendant des années, a dit que le Gaon de Vilna devait prier dans la grande synagogue, écouter le Chazan dans la grande synagogue de Vilna. Après quelques années, la communauté a autorisé le Gaon de Vilna à prier chez lui également Shabbat avec ses élèves, mais les jours de fête et les jours de Rosh Hashanah et de Kippour, le chassid, parce qu'à l'époque son titre était le chassid, priera dans la grande synagogue avec tout le monde. Donc il faut pas se faire d'idée, le Gaon de Vilna à Yom Kippour écoutait le chazan de Vilna pendant toute la journée, comme tous les membres de la communauté. Donc le Gaon de Vilna est lié à la communauté, à une tâche communautaire. C'est un point qui est très important, à savoir. Et avec votre autorisation, je vais revenir quand même vers notre présentation. Et donc, on va... Voilà, excusez-moi. Voilà. L'œuvre du Gaon de Vilna. En quoi le Gaon de Vilna, très jeune, donc comme on l'avait dit au début, son titre était chassid. C'est-à-dire, dans les écrits de la communauté, on parle du Gaon de Vilna comme étant le chassid de Vilna. Quelques années plus tard, quand va se développer le conflit avec la chassidoute, et le titre de chassid va devenir Mechila, je suis également d'origine chassidique, entre autres lituanienne, va devenir un titre un peu problématique à Vilna, va commencer à se développer le titre de Gaon. Il faut bien comprendre, le titre de Gaon, ce n'est pas un titre qui est donné par hasard. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'appeler chaque homme érudit Gaon. Gaon est un titre qui a été donné aux maîtres qui ont succédé les maîtres du Talmud. Donc, quand le Talmud, c'est après l'époque du Talmudique, il va y avoir une époque intermédiaire qui s'appelle l'époque des Saboraïm, et après va commencer l'époque des Gaonim. Les Gaonim sont les grands maîtres des écoles talmudiques de Babylonie, Soura et Pumbedita, les écoles qui vont développer les premiers écrits, les premiers commentaires et les responsables autour du Talmud de Babylone.
et celui qui est à la tête d'une de ces écoles est appelé Gaon. La valeur numérique du mot Gaon est 60. 60, c'est le nombre de traités qu'il y a dans la Mishnah. Aujourd'hui, il y en a 63, on ne va pas rentrer là-dedans, mais à l'origine, il y avait 60 traités dans la Mishnah, et appelé Gaon, quelqu'un qui connaît toute la Torah. Donc, la définition de Gaon est claire. Quelqu'un qui connaît toute la Torah, pour la ligne. Pas moins que ça. Si quelqu'un connaît toute la Torah, il est appelé Gaon. Le Gaon de Vilna a été reconnu dans sa génération comme étant quelqu'un qui a une maîtrise parfaite de toute la Torah. Donc, au début, il est chassid, après on l'appelait le Gaon, et aujourd'hui, certains écrits l'appellent à Gaon, à chassid de Vilna. Donc, uniquement pour terminer l'histoire des biographies, il y a eu des biographies plus tard qui ont été écrites par le Rav Maimon, par Betzalel Lando, mais également avec les critères qu'on a, c'est très important de voir quelles sont les sources des biographies. Dernièrement, un historien, mais moins universitaire, plus lié au monde haridi, Dov Elia, qui a écrit un livre, une biographie en 3 volumes sur le Gaon de Vilna, 1400 pages, assez orienté vers le monde lituanien avec Achat. Un des 3 livres était une attaque un peu dure contre la Chassidoute. Donc, c'est un livre qui a été. Mais c'est vrai que Dov Elia a le mérite de mentionner énormément de sources de Klausner. Et c'est une biographie qui est sortie il y a une dizaine d'années, mais qui, relativement, en tout cas dans tout ce qui concerne les faits historiques, est proche de la réalité. Alors, en quoi le Gaon de Vilna est devenu le Gaon? En quoi il est reconnu dans le peuple d'Israël comme étant une autorité hors norme? Pour cela, il faut regarder les écrits du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna est intervenu de façon originale, pas seulement au niveau de l'exégèse, mais également au niveau, on pourrait dire, quasiment académique, dans tous les domaines du judaïsme. C'est un résumé des livres principaux du Gaon de Vilna que je vais vous présenter maintenant, encore une fois basé sur Aliot Akir, autrement dit basé sur ce qu'on a parlé maintenant, sur ce chapitre de Aliot Eliaou, ce chapitre important dans lequel Rabbi David Doria ramène les livres dans lesquels nous savons que ce sont des livres qui ont été écrits par le Gaon de Vilna. Il faut bien comprendre, quand le Gaon de Vilna est décédé en 1797, il est tellement connu que plusieurs personnes, certains bien intentionnés, certains moins, vont sortir des livres avec des paroles de Torah au nom du Gaon de Vilna. Tellement de livres seront publiés après le décès du Gaon de Vilna qu'en 1800, la cour rabbinique de Vilna va interdire d'éditer des livres du Gaon de Vilna sans avoir l'autorisation de la cour rabbinique. L'expert de la biographie du Gaon de Vilna, Yeshayahu Vinograd, de mémoire bénite, qui est décédé il y a quelques mois, écrit que cela n'a pas son pareil dans l'histoire du judaïsme, que 3 ans après le décès de quelqu'un, on interdit de sortir des livres parce que déjà n'importe quel livre sont sortis. Donc, même qu'aujourd'hui, vous avez entendu dire qu'il y a quelque chose au nom du Gaon de Vilna, il faut quand même vérifier d'où est cette source. Il y a des livres qui ont été écrits, comme les livres qu'on va citer maintenant, nous savons qu'ils sont du Gaon de Vilna, ou bien qu'ils ont été rédigés sur la base d'enseignements que le Gaon de Vilna a donné par ses élèves les plus proches. On a la liste des élèves qu'on va montrer bientôt, mais il faut faire attention, il y a des livres qui sont remarquables, qui sont bien. Il y a un livre qui s'appelle Eved Shlema, mais qui a été écrit en 1837, qui ramène beaucoup de choses au nom du Gaon de Vilna, mais ce ne sont pas des sources premières. On ne peut pas être sûr que tout ce qui est écrit là-bas, c'est au nom du Gaon de Vilna. Il y a Kol Eliaou, Divrei Eliaou, il y a plusieurs livres de drachot et de Divrei Torah et de paroles d'enseignement au nom du Gaon de Vilna, dans lesquels nous n'avons pas l'assurance que c'est réellement au nom du Gaon. Alors, quels sont les livres dans lesquels nous savons que c'est le Gaon de Vilna qui a écrit? Aderet Eliaou qui a un commentaire sur tout le Pentateuque, des commentaires sur les prophètes, des commentaires sur également certains livres des géographes. Et ce qui est très important dans la chita du Gaon de Vilna, dans la doctrine du Gaon de Vilna, plusieurs livres de grammaire biblique, certains ont paru sous le nom d'Ikdouké Eliaou. C'est très important. Le Gaon de Vilna voit dans l'étude du Tanakh le fondement. La Bible, c'est le fondement de toute l'étude de la Torah. Chez le Gaon de Vilna, il n'y a aucun raccourci. On doit revenir aux sources du judaïsme. On doit revenir à l'étude de la Bible, à l'étude de la loi orale dans les livres les plus anciens de la loi orale, c'est-à-dire aux sources du Talmud. On doit revenir aux sources de la Kabbale. On doit également avoir des notions dans toutes les sciences pour avoir une maîtrise parfaite de la Torah. Donc le domaine de la grammaire biblique est un domaine qui, depuis l'époque des Rishonim, de Rashi, nous savons à quel point dans le commentaire de Rashi, le Rashbam, le Radak, la plupart des grands commentateurs du Moyen-Âge étaient également des grands grammairiens. Nous ne parlons pas des grands grammairiens d'avant, Menachem, Dunash.
Par contre, à l'époque du Gaon de Vilna, le domaine de la grammaire hébraïque, bon, disons, n'est pas très développé. Le Gaon va écrire ses livres d'Ikdouké Yaou. Après, ces livres-là seront édités plusieurs fois et après seront même envoyés à Jérusalem. Rabbi Zoudal Salent, élève de Rabbi Chaim de Volodjine, va faire venir les livres pour enseigner la grammaire hébraïque à Jérusalem dans le cadre de l'école Ephraïm. Je suis en train d'écrire une recherche là-dessus extrêmement intéressante. Deuxième point, la loi orale. Alors, la loi orale, nous connaissons la Mishnah et le Talmud. Mais la Mishnah et le Talmud ont également des sources pré-mishnaïques et pré-talmudiques. Le Gaon de Vilna va intervenir dans toutes ces sources. Il va écrire un commentaire non seulement sur toute la Mishnah, mais également sur les midrashim de la Halacha, Mechilta, Sifré. Il va écrire des annotations et des corrections sur les midrashim les plus importants, Pirkei de Rabbi Eliezer, Psiktas et Berolam, et un commentaire sur le Masertot Tanot. Masertot Tanot est un domaine, aujourd'hui on parle de Rav Kanievski à cause de la Corona, bien comprendre le Rav Kanievski aujourd'hui, est la seule, je pense, seule autorité rabbinique de la génération qui a écrit un commentaire sur toutes les Masertot Tanot. Masertot Tanot, ce sont des traités qui n'ont pas été introduits dans la Mishnah, des Braïtot, donc des traités de sources tanaïques qui, pour différentes raisons, donc Rabbi Yehuda Nassir, Rabbi Yehuda le Prince, n'a pas introduit dans la Mishnah, mais qui sont des traités extrêmement importants. Il y a Masertot Kutim, Masertot Tfilin, des traités très importants qui sont, et d'après le Gaon de Vilna, la plupart des Rishonim, dont Maïmonide, connaissaient ces traités, et comme ça, le Gaon de Vilna résout énormément de questions que certaines personnes ont dû écrire des livres entiers. Le Gaon de Vilna, dans le livre Sarat Eliaou et dans un autre livre qui s'appelle Rav Pe'alim, un livre qu'a écrit Rabbi Avraham, le fils du Gaon de Vilna après son décès, il ramène tous les livres que le Gaon de Vilna connaissait et comment le Gaon de Vilna arrivait à résoudre des problèmes extrêmement importants et des questions d'ordre talmudique en revenant aux sources premières. Annotation sur tout le Talmud de Babylone, on va voir bientôt des exemples d'annotation, des commentaires sur la Haggadot, commentaires sur le Talmud yerushalmite, et un commentaire sur tout le Shulchan Aruch, Biur Hadra, fondamental. Nous savons également que le Gaon de Vilna a écrit un commentaire sur le Maïmonide et sur le livre de Roche. Autrement dit, donc comme on voit, là, regardez bien, je vous montre un exemple d'une page de Gemara dans laquelle il y a des annotations. Regardez bien à gauche, c'est quoi des Haggaot Agra? Aujourd'hui, quand on prend un Talmud, il y a de côté, il y a des fois un petit signe, et là, on nous dit, attention, ça, c'est le texte tel qu'il a été ramené dans le manuscrit de Munich ou le manuscrit de Rome, les différents manuscrits. Par contre, le Gaon de Vilna a annoté, des fois a changé un peu le texte, pense qu'il y a une erreur dans le texte, que le texte a été mal écrit. Donc à gauche, vous voyez, c'est quoi, par exemple, c'est quoi les corrections du Gaon de Vilna? Vous voyez, des fois, c'est l'écriture du Gaon de Vilna, donc c'est Masechet Bikurim. Nous savons que c'est vraiment le texte du Gaon de Vilna. Donc, des fois, le Gaon de Vilna, vous voyez, là, il va écrire Be'acha, il va écrire un petit signe, il va changer un mot. Le Gaon de Vilna a dit à ses élèves que des fois, il a passé des dizaines et des dizaines d'heures avant de décider de faire un changement. C'est-à-dire, arriver à faire une correction, c'est un travail, aujourd'hui, on pourrait dire un travail de chercheur, dans lequel le Gaon de Vilna essaie de comparer avec d'autres sources et avec toute sa façon de pouvoir analyser le texte talmudique, arriver à comprendre qu'en fait, ce mot-là n'est pas juste, il faut effectivement corriger. Le Gaon de Vilna va faire des corrections comme ça sur tout le Talmud de Babylone, sur quasiment tout le Talmud yerushalmite. C'est un travail colossal qu'on ne peut même pas imaginer, mais c'est qu'une petite partie de ce que le Gaon de Vilna va écrire. Et ça c'est uniquement dans ce qu'on appelle, dans le cadre de l'étude classique talmudique. Au niveau de la Kabbale, le Gaon de Vilna revient également aux sources de la Kabbale. Nous avons aujourd'hui, la plupart des kabbalistes étudient surtout les écrits du Rabbi Yitzhak Luria, du Saint Hari, les livres qui ont été écrits par son élève, Rabbi Chaim Vital, en fait par le fils de Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shmuel Vital, ce qu'on appelle les Shaharim, Shahar HaKabanot, Shahar HaKodesh, Shahar Psukim, Shahar Ma'amare Rashbi. Bon, il y a 8 portes, c'est la Torah du Hari. Le Gaon de Vilna, avec tout le respect qu'il avait pour le Hari, il avait beaucoup de respect pour lui. On en reparlera dans la prochaine conférence, quand on parlera également du conflit avec la Chassidoute et le débat sur les relations, la position du Gaon de Vilna par rapport aux écrits du Hari. Mais en tout cas, le Gaon de Vilna dit le Hari est très important, mais il faut revenir aux sources de la Kabbale. Le source de la Kabbalah, c'est le Sefer Yetzira,
qui d'après la tradition a été écrit par Abraham Avinu, le Sifra de Tzniuta, qui d'après la tradition a été écrit par Yaakov Avinu, Pirkei Echalot, qui date de l'époque des Tanaïm, ainsi que les Sefer Abaïr, et ensuite, évidemment, commentaires sur tout le Zohar et tous les livres liés au Zohar. Le Gaon de Vilna, sa façon de voir est toujours, il faut revenir aux sources. Le Gaon de Vilna, à son époque, l'étude principale du Talmud était donc étudier le Talmud avec différents commentaires, et ensuite on passait directement au Shulchan Aruch. Donc à l'époque du Gaon de Vilna, déjà ont été écrits beaucoup de commentaires sur le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Le Gaon de Vilna dit que beaucoup de questions d'Alacha, on peut les résoudre si on revient aux sources premières, au Talmud et aux sources avant le Talmud. À ce moment-là, on a une autre approche, à tel point que dans l'introduction du commentaire du Gaon de Vilna sur Shulchan Aruch, son fils ramène que le Gaon de Vilna avait dit que s'il avait pu, il a dit qu'on n'a pas donné d'autorisation au ciel, mais un de ses projets était d'écrire un commentaire, un nouveau Shulchan Aruch, basé sur les sources premières. Il a dit que ça aurait été un Shulchan Aruch dans lequel j'aurais résolu presque toutes les grandes questions d'Halakha qu'il y a eu. Donc, le Gaon de Vilna, c'est revenir. Et ensuite, également, le domaine des sciences profanes. C'est un domaine que nous allons aborder un peu plus en profondeur dans l'ordre de la prochaine conférence, parce que je compte parler et de la Chassidoute, également de la Scala. Nous allons parler également de la position du Gaon de Vilna par rapport. Mais en tout cas, au niveau des sciences profanes, le Gaon de Vilna a écrit un livre de trigonométrie qui s'appelle Aïn Meshulash, on connaît le livre. Il a écrit un livre sur l'astronomie, on n'a pas retrouvé le livre, mais nous savons de différents élèves qui avaient écrit un livre d'astronomie et un livre d'algèbre. Et également, le Gaon de Vilna a influencé Rabbi Baruch Shik de Shklov, une figure assez intéressante, qui était médecin, qui était vraiment, on pourrait dire, le Talmid Chacham maskil, comme Maïmonide, qui était versé dans beaucoup de sciences. Il a influencé à traduire en hébreu les livres d'Euclide, ainsi qu'une partie des livres de Flavius Joseph. Le Gaon de Vilna, il a dit, sans avoir une compréhension parfaite de l'histoire telle qu'elle s'est passée à l'époque du Second Temple, etc., sans la traduction des livres de Flavius Joseph, nous ne pouvons pas comprendre certains passages clés du Talmud. Nous avons également donc une approche exceptionnelle, et depuis des générations, il n'y a pas eu quelqu'un par la personne du Gaon de Vilna qui est capable de faire revenir sur la sellette du judaïsme, du monde de la Torah, des livres qui ont été oubliés. Sifra de Tzniuta est un livre de Kabbalah fondamental. D'après le Gaon de Vilna, c'est la Mishnah du Zohar. Le Zohar, c'est un commentaire du Sifra de Tzniuta, et le Gaon de Vilna va annoter, va commenter le Sifra de Tzniuta et va le remettre sur la sellette de l'étude, ainsi que tous les livres qu'il va faire. Alors, dans quelques minutes, je vais terminer, et à ce moment-là, je serai heureux de répondre à vos questions, ce sera un grand honneur. Mais d'abord, uniquement pour terminer cette conférence, j'aimerais parler du disciple du Gaon de Vilna, son livre de ses fils. Qui était proche du Gaon de Vilna? Il faut bien comprendre que dans la ville de Vilna, je vais une seconde revenir avant qu'on prenne ça, on va revenir pour nous voir tous. Bonjour, chers amis. Dans la ville de Vilna, être proche du Gaon de Vilna, est ce qu'on appelle roé pné arabe. Il y a quelqu'un qui est autorisé à voir le Gaon, à pouvoir rentrer chez lui. Il avait toutes ses lettres de noblesse. Si quelqu'un pouvait bloquer sa carte de visite, a rendu visite au Gaon de Vilna. Voir le Gaon de Vilna était considéré comme étant un des titres de noblesse à Vilna. Qui pouvait voir le Gaon de Vilna? Ce n'est pas que le Gaon de Vilna avait le nez en l'air, il était tellement orgueilleux, mais c'était quelqu'un effectivement qui étudiait, et pas tout le monde. Pour aller chez lui, il fallait être compétent. Alors, dans l'introduction du commentaire sur le Shulchan Aruch, les enfants racontent l'histoire de deux frères de Shklov, Rabbi Menachem Mendel et Rabbi Simcha Bunim de Shklov, qui ont voulu étudier chez le Gaon de Vilna. Ils avaient déjà, d'après mes calculs, au moins 22-23 ans. C'était des très grands Talmidei Chachamim. Ils viennent à Vilna, ils demandent d'étudier chez le Gaon. Le Gaon leur dit, d'abord, vous allez étudier toute la Bible avec tous les livres de grammaire, et après, je vous fais une interrogation. Bon. Il les a interrogés sur les 24 livres de la Bible. Quand ils ont passé le premier examen, c'est mentionné explicitement, il leur a dit, maintenant on passe à la Mishnah. Vous allez apprendre les 6 ordres de la Mishnah par cœur, avec le commentaire de Rabbeinu Vadeb et Barthénoura et de Rabbi du Tosfot Yom Tov. Examen.
Troisième examen, tout le Talmud de Babylone avec le commentaire de Rashi. Et après avoir passé ces 3 examens, qui aujourd'hui donneraient le titre de Gaon, Sadiq, enfin, je ne dirais pas, ils ont commencé à étudier auprès du Gaon de Vilna. Donc, pour étudier chez le Gaon de Vilna, il faut être quelqu'un qui connaît la Torah. Donc, on n'est pas là pour rigoler, on étudie. Donc, la première barrière pour étudier chez le Gaon, c'est qu'il faut être quelqu'un qui est sérieux et qui connaît la Torah. Pour commencer à étudier avec le Gaon de Vilna, il faut connaître le Tanakh, la Mishnah, le Talmud, le Shulchan Aruch, c'est comme ça. Et là, on commence à étudier. C'est-à-dire, là, on commence à bouger un peu. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir être élève du Gaon de Vilna. Comment le Gaon de Vilna enseignait, on ne sait pas exactement. En tout cas, dans sa maison à lui, dans son appartement, il avait une sorte de Beth Midrash. Et les gens venaient. Il n'y avait pas, c'était pas une yeshiva. Rabbi Chaim de Volodjin, qui venait d'une ville qui était assez éloignée, venait de temps en temps passer quelques mois à Vilna. Il étudiait auprès du Gaon et retournait à Volodjin. Et ainsi de suite autour de ses élèves. Nous allons regarder encore une fois la liste des élèves, nous allons la reprendre un peu, mais regardez bien, voilà. On va reprendre la liste des élèves. C'est la liste qui est marquée dans l'introduction du Shulchan Aruch. Alors, ce n'est pas la liste définitive, bien comprendre. Betzalel Lando ramène une liste de 120 personnes de Vilna dans lesquelles nous savons qu'ils ont rencontré le Gaon. Mais entre rencontrer le Gaon et être élève du Gaon, c'est-à-dire que le Gaon a enseigné, il y en a beaucoup moins. Et quand il y a 10 élèves qui sont donc, c'est la liste de ses fils. Le premier en 1768, donc le Gaon de Vilna a 48 ans et Rabbi Chaim de Volodjin, lui, il a, je crois, à peu près 19 ans. Rabbi Chaim de Volodjin, comment il s'est étudié, il va devenir l'élève le plus proche. Son frère, Rabbi Shlomo Zalman également, va devenir un des élèves les plus proches. Simplement, il va mourir très jeune. Rabbi Sadia, beau-frère de Rabbi Shlomo Zalman, Rabbi Sania ben Rabbi Nathan va devenir le bras droit du Gaon de Vilna, il va monter en Eretz Israël. Rabbi Shlomo Tadjin, qui est un maguide de Vilna, Rabbi Svi, Rabbi Shlomo, et nous avons les 2 frères dont vous parlez, Rabbi Simcha Bonin de Shtuklov et Rabbi Nachman de Shtuklov, Rabbi Benjamin de Shtuklov, et l'arrière-grand-père du président de l'État d'Israël, Reuben Rivlin. Sa famille va changer le nom de Rivkash à Rivlin. D'autres élèves mentionnés par d'autres que nous connaissons, c'est Rabbi Israël de Shtuklov, Rabbi Yaakov Kahana, Rabbi Gershon. Nous savons que le Gaon de Vilna a des élèves. C'est important. Certains chercheurs actuels disent, comme le Gaon de Vilna n'avait pas de Shiva, on ne peut pas parler d'élèves du Gaon de Vilna. Certains historiens, de certains courants, on pourrait dire universitaires, qui essaient des fois un peu de dénier l'influence du Gaon de Vilna et de ses disciples dans le développement de la communauté juive avant le sionisme, disent que le Gaon de Vilna, on ne peut pas parler de disciples du Gaon de Vilna parce que le Gaon de Vilna est enfermé. Comme on avait vu, le Gaon de Vilna n'était pas enfermé dans sa maison. Il avait des gens qui venaient le voir et des gens qui venaient étudier. Ce n'était pas une yeshiva. Nous savons, les gens venaient étudier chez lui. Ils n'habitaient pas chez lui. Je ne sais pas où ils habitaient, je ne sais pas. Mais ils passaient la journée à étudier avec lui. Et c'est comme ça que s'est développé donc les premiers livres. Rabbi Nachman de Shtuklov a publié le premier livre qui est le commentaire du Gaon de Vilna sur les proverbes, Bioragra al-Mishlei, un livre remarquable qui est écrit par Rabbi Nachman de Shtuklov. Après avoir étudié personnellement, il a étudié avec le Gaon de Vilna, il a annoté ce livre-là. Donc c'est à peu près, c'est l'image première du Gaon de Vilna. J'espère au niveau historique que la vision du Gaon de Vilna, l'ensemble, sa façon de regarder les choses au niveau de la Torah. Donc les points apports du Gaon de Vilna, un retour sur source originale dans tous les domaines de la Torah. Pour connaître la Torah, il faut être capable de commencer d'abord par la base, l'étude de la loi écrite, connaître parfaitement bien le Tanakh, la Bible, connaître parfaitement bien toutes les sources des Tanaïm, connaître parfaitement bien le Talmud, et après, il va évidemment connaître tous les livres importants de la Kabbale. C'est comme ça qu'on construit son monde de la Torah. C'est l'univers du Gaon de Vilna, c'est l'univers de ses élèves les plus proches. Évidemment, la barre est très haute. Certains de ses disciples dans la yeshiva de Volodjin vont essayer de continuer cette tradition. Au niveau de l'étude de la Kabbale, qui est a priori le domaine qui paraît être le plus étonnant, parce qu'en général, on a l'habitude d'assimiler l'étude de la Kabbale plus à des grands kabbalistiques, à des grands maîtres du monde Sfarad, Baba Saleh, Rav Sharabi, etc. Mais il ne faut pas comprendre, dans le monde lituanien, les grands maîtres du monde lituanien connaissent la Kabbalah, mais n'en parlent pas trop. La Kabbalah est une étude qui fait partie intégrante du cursus. Les grands maîtres lituaniens étudient
étudiait et étudie la Kabbalah. Le grand-père du Rav Eliashiv était le Baal Alechem, Rabbi Shlomo Eliashiv, qui était le plus grand kabbaliste de sa génération. Le Rav Kook a étudié avec lui encore en Russie. Voilà. J'ai terminé cette première conférence. Johan, il y a encore 5-10 minutes. S'il y a des questions, vous pouvez envoyer ou par chat, ou bien vous pouvez intervenir. Voilà. Toda Rabba, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, docteur Emmanuel, retour aux sources, revenir aux sources. Le vrai chidouche peut-être du Gaon de Vilna. Et puis vous l'avez dit, vous en parlerez, c'est aussi peut-être en contrepartie par rapport à la chassidoute. Mais en tous les cas, je laisse maintenant ouvrir les micros. Vous pouvez maintenant intervenir, ouvrir votre micro et poser des questions plus précises au docteur Emmanuel Schibert. Y a-t-il des questions? Si, des remarques? Celui qui veut parler, ouvrez votre micro, hein, parce que vous avez tous les micros sont fermés. Donc, voilà, monsieur Masbar, peut-être? Non. Moi, j'ai une question. Vous poser des questions? Allez, professeur Masbar, Khavod. Bonjour Emmanuel, c'était très intéressant. Juste petite question, tu as dit que le Gaon a écrit 3 livres de mathématiques, un Aïla Meshouach, qui est bien connu, mais qui sans doute aurait été écrit par un de ses élèves, mais tu as dit aussi qu'il a écrit 2 autres livres, un en algèbre et un en astronomie. Et ça, je ne connais pas du tout. Alors, on n'a pas ces livres-là. Ces livres-là sont mentionnés par Rabbi David Luria et d'autres personnes qui ont vu la bibliothèque de Gaon de Vilna. Une partie importante des livres que j'ai cités ont été perdus. Il faut bien comprendre. Parmi les livres que j'ai cités, certains commentaires ont été perdus. Exemple, aujourd'hui, on a perdu le commentaire du Gaon de Vilna sur quasiment toute la Masertot Ktanot. Sur le fils ramène le commentaire. Il y a une Maseret qui s'appelle Maseret Eretz Israël, qui est très très peu connue, mais qui est mentionnée par les Gaonim. Le Gaon de Vilna a écrit un commentaire là-dessus qui est extrêmement important parce que c'est la Maseret de base pour toutes les lois relatives à la terre d'Israël. Rabbi Israël de Shiklov connaissait cette Maseret, aujourd'hui on ne l'a pas. Donc une partie des livres que j'ai cités ont disparu. Le Gaon de Vilna, d'après Rabbi Israël de Shiklov, avait écrit de son vivant en manuscrit 70 livres, dont 30 livres de commentaires sur le Zohar. Quasiment, on a aujourd'hui le commentaire sur le Tikkun Zohar, on a le commentaire sur les Pirkei Chalot, on a le commentaire sur le Pirkei Douta. Quasiment tous les commentaires sur le Zohar ont disparu. Entre autres également, malheureusement, avec la Shoah, etc., dans lequel beaucoup de livres ont disparu, une partie des livres ont disparu. Merci. Ouais. Votre intervention, chers amis? Eh ben, un grand merci et à très bientôt pour la suite de cette série. Voilà. Ok. Alors, point important, merci la famille Vetterbo pour votre remarque. Alors, point important, c'est que la deuxième conférence est la suite de cette première conférence, c'est-à-dire quand on comprend la façon du Gaon de Vilna de voir la Torah, sa façon également d'être lié à la communauté, comme vous avez vu, et c'est le point sur lequel j'aimerais terminer. Le Gaon de Vilna, il a des contrats avec la communauté, c'est-à-dire la communauté, les dirigeants de la communauté, la façon de voir l'autorité de la communauté extrêmement importante dans la tradition ashkenaz, et également dans la tradition sfara de base. C'est ce qu'on appelle les takanot akila. Il y a des décrets qui sont les décrets des communautés, qui sont décrits en longueur dans les Punkasé Akila que Klosner ramène. Le Gaon de Vilna, il faisait partie de ces décrets. C'est-à-dire le Gaon de Vilna ne fait pas ce qu'il veut, il demande l'autorisation d'ouvrir une synagogue, d'ouvrir un Beth Midrash. Il y a une relation, même un Talmid Chacham de son ampleur, ne fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire il y a quand même, aujourd'hui c'est un point qui est abordé, qui est assez actuel aujourd'hui. Est-ce qu'il faut écouter les autorités ou pas? Dans le monde pur communautaire lituanien, qui est basé sur les traditions du monde ashkénaze allemand du Moyen-Âge, la communauté a force de loi. Le rabbin est nommé par la communauté. Et c'est une des différences avec Montracine. Donc, en tout cas, c'est important pour moi, avant de parler à la deuxième conférence dans laquelle nous allons aborder donc, le Gaon de Vilna et cette génération, de comprendre la façon qu'a le Gaon de Vilna de vivre, d'agir
au niveau également de la Torah, mais également au niveau de son interaction par rapport à ses élèves, par rapport à la communauté. Ça va nous expliquer beaucoup de points par rapport à la prochaine conférence. Et je vous remercie infiniment de votre participation. Est-ce que, parce oui. qu'on peut peut-être poser une question par rapport aux petites précisions que vous avez données à l'instant. Bissimha. Merci. C'est tellement passionnant tout ce que vous racontez, ainsi que la vie et tout ce qu'a contribué Gaon de Vilna au judaïsme. Est-ce qu'il y a un cycle de cours qu'on peut suivre, hélas maintenant que par Internet, par Zoom ou par un autre moyen? Est-ce que vous pouvez donner